Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Le vendredi 16 octobre dernier était consacré à la rituelle Journée mondiale de l'alimentation organisée par l'ONU. Pour des millions de personnes sur Terre, cette journée était une journée de la faim, une de plus. Les mécanismes économiques qui créent et entretiennent la faim dans le monde et leur antidote, l'énergie libre, qui en ce moment même serait enfin diffusée à grande échelle, tels sont les thèmes de cette émission. Alors que périodiquement l'Union européenne fait brûler ou détruire par des moyens chimiques des montagnes de viande et des milliers de tonnes de produits agricoles de toutes sortes, en Asie, en Afrique, en Amérique et même dans les pays riches, les humains meurent de sous-alimentation. Selon le rapport de la FAO sur l'insécurité alimentaire dans le monde, en 2014, toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans est mort de faim. Au total, 37 000 personnes par jour et près d'1 milliard sur les 7 milliards que nous sommes sont en permanence gravement sous-alimentées. Jean Ziegler, homme politique et sociologue suisse, auteur de nombreux ouvrages sur la question, dont un livret de 75 pages intitulé « La faim dans le monde expliqué à mon fils », paru chez Seuil, propose ici un état des lieux documenté, vibrant de la connaissance acquise sur le terrain et identifie les ennemis du droit à l'alimentation. La faim, nous dit l'auteur, accompagne l'humanité depuis ses débuts. Or, depuis les 100 dernières années, les capacités de production, y compris agricoles, de l'humanité se sont développées d'une façon extraordinaire. Il y a surabondance. Mais le scandale de la faim n'a pas pour autant disparu. Au contraire, il s'aggrave tragiquement. Alors, pourquoi les charniers de la faim ? Je ne vous apprendrai rien en disant que la cause principale des hécatombes de la sous-alimentation et de la faim dans le monde et l'inégale distribution des richesses sur notre planète. Parmi les causes de massacres quotidiens analysés par Jean Ziegler, notons entre autres les guerres, la dette des États, la politique du dumping agricole pratiquée par les États industriels, les agrocarburants, l'accaparement en masse par certaines sociétés transcontinentales privées de terres arables en Afrique noire, accaparement soutenu par la Banque mondiale. 41 millions d'hectares de terres fertiles ont ainsi été soustraits à la culture des paysans d'Afrique noire en 2010 pour en faire des matières premières de biocarburants. Mais l'un des mécanismes les plus meurtriers à dénoncer, nous dit Jean Ziegler, c'est la spéculation boursière. Après l'effondrement des valeurs patrimoniales en 2008, les grands spéculateurs ont migré vers les bourses de matières premières, notamment agricoles, comme le maïs, le riz et le blé, qui couvrent 75% de la consommation mondiale. Ils ont ainsi réalisé des profits astronomiques, et ce, de manière tout à fait légale. De ce fait, les prix du marché mondial flambent. Le prix du maïs a augmenté de 93% en 18 mois. L'impact dans les bidonvilles du monde est énorme. À Lima, au Pérou par exemple, le riz s'achète maintenant dans des gobelets. Et dans la soupe du soir, ce sont quelques grains de riz seulement qui flottent. Martine Caparros, auteur de l'ouvrage intitulé La faim paru chez Buchet-Chastel, s'indigne. Comment, bordel, parvenons-nous à vivre en sachant que ces choses-là arrivent ? Question forte qui nous interpelle, car si nous avons pris bonne note de ce qui se passe dans le Sierra Leone, en Somalie, en Éthiopie, dans le Mali ou ailleurs dans le monde, aucune révolte de la conscience ne s'est produite chez nous. La destruction lente, le martyre des suppliciés de la faim entrent dans une sorte de normalité. Alors que faire ? Arrêter de manger ? Ne manger qu'un bol de riz par jour ? C'est grotesque, bien sûr. Le premier pas vers une solution consiste à nous sentir concernés par ce drame. Qu'il devienne notre problème à nous, nous dit Martine Caparros. À ce moment-là, il se peut que nous fassions en sorte que les solutions apparaissent. L'agriculture mondiale pourrait nourrir près du double de l'humanité. Les responsables du meurtre collectif sont connus. Les victimes sont connues.
Les mécanismes qui tuent aussi. Et les armes démocratiques, c'est à nous de les utiliser. Il nous reste, écrit Jean Ziegler, à civiliser la jungle du capitalisme sauvage. Vaste programme qui pourrait trouver un début de solution avec la diffusion à grande échelle de l'énergie libre. À la veille de la remise à 30 ambassadeurs à Rome des générateurs à plasma ainsi que des plans de fabrication, Mehran Kesh a défini sa stratégie par rapport au gouvernement. 2 ans après avoir fourni ses brevets et plans au gouvernement du monde entier sur une clé USB, afin qu'il puisse évaluer le potentiel de changement technologique, social et politique qu'ils impliquent, aucun gouvernement n'a entrepris d'introduire cette technologie dans son pays sous une forme ou une autre. Il a donc été décidé que Mehran Kesh accorderait 10 jours à compter du 16 octobre 2015 pour que les gouvernements réagissent à sa proposition de distribuer les générateurs. Au cas où, le 26 octobre, il n'aurait pas de réponse, la distribution des générateurs commencera à raison de 1000 unités le premier jour, 10 000 unités la première semaine et 100 000 unités par semaine au cours des semaines suivantes. Plusieurs usines ont déjà produit plus d'1 million d'unités en Italie, aux Philippines et en Chine. En application du principe écologique de la production locale, M. Kesh envisage d'implanter des unités de production dans tous les pays du monde. À cet effet, il est prévu d'établir un réseau mondial dense de production et de distribution soutenu par des fondations Kesh locales. Des sites sont prévus en Europe, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France. Afin de préserver les fondements éthiques de la fondation, le capital des unités de production se composera de 51% pour la fondation Kesh et 49% pour le ou les investisseurs désireux de se lancer dans cette activité. Les matériaux et l'outillage seront fournis par la fondation sur la base d'achats en gros au niveau mondial, ce qui garantira les prix les plus compétitifs. Il restera à l'investisseur de s'occuper de la main-d'œuvre locale. Les partenaires industriels feront l'objet d'une sélection soigneuse et un système d'amélioration permanente auquel contribuera la Fondation par l'apport régulier d'améliorations technologiques issues soit des recherches du Spaceship Institute, soit des meilleures idées et pratiques collectées auprès des unités de production et des inventeurs, scientifiques et ingénieurs du monde entier et validés par les équipes scientifiques de la Fondation Kesh. Il en ira de même des distributeurs, le prix de vente étant le même au niveau mondial. La distribution sera également locale afin d'éviter la constitution de sociétés internationales et des schémas actuels qui ont fait la preuve de leur inefficacité économique. Les champs d'application de la technologie des générateurs Magrav Énergie sont multiples. C'est, entre autres, une réponse à notre changement climatique et au nettoyage de la pollution. La première application évidente des générateurs est la production d'énergie sous forme d'électricité. Une autre application concerne la nourriture. Des tests ont déjà été effectués avec succès en imprégnant de l'eau pure d'éléments nutritifs grâce au générateur. On rappellera que le générateur à plasma n'est pas qu'un générateur d'électricité, mais d'énergie. Et la nourriture, c'est de l'énergie. L'usage étendu de ce générateur est donc de nature à bouleverser toute l'industrie alimentaire en incorporant énergétiquement dans de l'eau tous les nutriments nécessaires au corps humain et animal. Le domaine de la santé est aussi concerné. Dans le même ordre d'idées, si l'on reconnaît que les maladies résultent de dysfonctionnements énergétiques de systèmes ou d'organes, comme l'affirment les médecines traditionnelles asiatiques, la médecine énergétique fera une percée significative. À cet effet, ont été développés aux Pays-Bas, sous l'égide de la Fondation Kesh, des systèmes de guérison énergétique. Il va de soi que les mêmes technologies s'appliqueront à tous les modes de transport terrestre, maritime et aérien, éliminant ainsi le besoin d'approvisionnement, de stockage et de transport de carburant ou de mise en place de coûteuses infrastructures. Évidemment, comme le dit Mehran Kesh, les gouvernements ne vont pas aimer cela car ils perdront le contrôle de leurs citoyens.
L'un des buts recherchés par cette technologie est clairement de libérer les citoyens du monde de la tutelle des 1% qui prétendent contrôler l'évolution de plus de 7 milliards de citoyens censés être nés libres et égaux. Bien que cette information circule sur le net depuis le 15 octobre dernier, je n'ai pas résisté au plaisir de participer à la diffusion d'une si bonne nouvelle. Je vous remercie tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne.